Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une vraie porte d'entrée en bois. Je parle bien d'une porte d'entrée de maison, pas du tout d'une porte d'atelier, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que déjà j'en avais besoin d'une et que je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais tester ça. C'est un petit défi perso parce que je suis pas du tout menuisier, j'ai pas du tout de hangar, de combiné, de machine seule, etc. Mais par contre, je vais vous montrer qu'on peut tout réaliser à partir d'électroportatifs tout en ayant une qualité irréprochable parce que je veux vraiment un truc super propre. Ça aura rien à voir avec dans l'industriel. Là, ça pourrait être une porte qui se vendrait quelques milliers d'euros facilement chez un menuisier, chez un artisan. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Je vais bien préciser toutes les étapes, parler de tout précisément de A à Z parce que j'avais déjà fait une première réalisation que vous voyez là-bas. J'avais passé énormément de temps à faire des recherches, comment ça se faisait, etc. Et au final, on trouve pas grand-chose, c'est plutôt difficile, il n'y a rien de détaillé. Les seules vidéos même que j'ai trouvées sur YouTube étaient très floues, on voyait, on va dire, les grosses étapes, mais c'était pas du tout ce qu'il me fallait, pas du tout les points techniques. En tout cas, sur cette première porte, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'est un défi réussi. Même si je vous montrerai les quelques problèmes que j'ai pu rencontrer. Celle-ci, ça fait déjà 2 ans qu'elle a été faite, elle n'a pas bougé d'un millimètre, elle est nickel, elle est comme au premier jour. Enfin, je vais vous montrer ça, ça donne ça. Bon, là, cette poignée, c'est juste temporaire, En fait, j'en ai une noire mat, ça sera exactement la même que je mettrai sur la porte d'entrée. Là, je l'ai enlevée en attendant et j'ai simplement mis ces petites mousses pour pas que cette poignée-là fasse des marques sur la porte. Par rapport donc aux petits problèmes que j'ai eu avec cette porte, en fait, le premier, c'est ce profil carré. Je trouvais ça vraiment plus joli que les quarts de rond, etc. J'avais voulu faire ça en carré. Je comprenais pas pourquoi on voyait jamais ce type de profil en extérieur. En fin de compte, tout simplement, en bois, l'eau a tendance à stagner. Ça laisse une petite couche d'eau constamment. C'est pour ça qu'en fait, ça a commencé à noircir. Donc ce que je ferai plus tard, tout simplement, je dégonderai la porte, je la poserai à plat et avec la défonceuse, je ferai un petit chanfrein. Et comme ça sera nickel, l'eau pourra couler. Et je le ferai donc sur les 3 pour l'esthétique. Deuxième souci, quand j'ai collé la porte, j'ai serré trop fort les serre-joints et en fin de compte, ce coin-là, par rapport au reste, ce coin-là a eu tendance à revenir un petit peu en arrière. Et quand j'ai posé mon cadre pile poil au laser et que je voulais fermer la porte, j'avais 2 à 3 mm en haut de plus qu'en bas. Alors ce que j'ai fait, j'ai triché un petit peu sur le cadre, j'ai décalé ce coin-là de 3 mm et au final maintenant, c'est nickel quoi. Là on est juste. J'ai exactement le même écartement en haut et en bas. Et donc quand je la ferme, elle se ferme hyper bien, il n'y a pas besoin de forcer. Même la serrure, hop, voilà, pas besoin de lever la poignée, ça c'est vraiment cool. Et elle se ferme donc nickel, tous les joints plaquent bien, c'est super. Mais bon, je sais que j'ai dû tricher un petit peu sur cet endroit-là. Je ferai attention de ne pas faire la même erreur sur la porte d'entrée maintenant. En tout cas, je vais vous montrer comment je fabrique cette porte. Pour que vous ayez une vue d'ensemble, déjà pour commencer, je vous montre les images sur l'ordi, ça ressemblera à peu près à ça. Donc on retrouve ici l'intégralité de la porte. En orange ici, je vais avoir donc cette porte. En violet, le cadre. Et en vert, le SMIFIX. La vue de dessus, hop, ça donne ça. Donc on a dit le cadre, le SMIFIX et la porte. Et j'ai dessiné un petit peu toutes les parties, montants, traverses que je vais devoir faire, excepté le remplissage. Ici, vous voyez, il y a toutes ces pièces, ça va me détailler un petit peu les coupes que je vais devoir faire avec les bonnes cotes. Là, on retrouve par exemple le défonçage nécessaire pour rentrer le joint qui est en jaune. Voilà, ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble, une vue globale, de pouvoir regrouper toutes les pièces qui vont se ressembler. Et comme ça, je pars sur une bonne base, ça évitera les erreurs qui pourraient arriver. Donc il y aura le ventail principal en ouvrant, mais la seconde partie qui est généralement fixe sur la majorité des portes industrielles, je voudrais aussi la faire en ouvrant. Ça me permettra si un jour j'ai besoin de rentrer ou de sortir une grosse table, un canapé, enfin des gros objets, voilà, j'aurai la possibilité de pouvoir l'ouvrir et comme ça sera parfait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un carrelet 3 plis en chaîne et il est non abouté. Plus précisément, c'est un DKD. Ça veut dire que la face supérieure et inférieure ne sont pas aboutées, tandis que la face du milieu, elle, est composée de plusieurs morceaux de bois. Mais dans le cas d'une menuiserie, c'est pas grave parce que généralement,
Il y a soit des feuillures, soit des entailles, des joints, la serrure, etc. Donc au final, ça se voit pas. L'intérêt de ça par rapport à un carrelet massif en bois, c'est que c'est beaucoup plus stable dans le temps, parce que les 3 plis sont collés en inversant le sens du veinage du bois, ce qui fait que l'effort est contré, ce qui fera en sorte que la porte bougera pas ou extrêmement peu dans le temps par rapport à un carrelet d'une seule partie. Je les achète tout prêts, ils sont déjà comme ça. Alors celui-ci, il fait 120 de large par 63 d'épaisseur. 63, c'est la cote assez standard, alors que sur la largeur, il y a différentes largeurs selon vos besoins. Je vais en utiliser plusieurs sur le projet, parce que tous les montants, etc. n'ont pas la même cote, et si vous voulez économiser un peu d'argent, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est quand même pas donné. On pourrait le fabriquer soi-même, mais c'est pareil, j'ai pas de presse, pas de dégauchisseuse, etc. C'est surtout ça qui a fait que j'ai dû l'acheter déjà fabriqué en fait. Il est déjà d'équerre, il est déjà raboté, nickel. Bon, même si je vais le raboter pour avoir mes épaisseurs parfaites, parce qu'il faut toujours se garder une petite marge d'erreur. Là, je vous ai dit, il faisait 63. Maximum, je vais avoir des montants de 60 d'épaisseur, ce qui fait déjà une très belle porte qui va être très lourde. Et puis ensuite, vous allez recouper aussi les largeurs. Mais vous partez déjà sur un produit plutôt fini que vous allez devoir beaucoup moins travailler que si c'était du bois brut. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce bois. Pour ce projet, j'en ai pris 11 longueurs. Je vais avoir besoin de 11 longueurs de largeurs différentes. Je vous parlerai un petit peu à la fin du budget exact de la porte, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une porte de qualité. Je cherche vraiment à avoir du bon matos, même au niveau des serrures, des poignées, etc. Je vais prendre quelque chose qui va tenir dans le temps, dans lequel on a confiance, quoi. Donc même si je la fabrique moi-même, ça va coûter une certaine somme, mais je vous donnerai un petit peu le budget exact et tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir le réaliser. Pour commencer, je vais contrôler la planéité des bois, parce que ça fait quand même 2 ans que je les ai ici, j'ai jamais trouvé le temps de faire la porte. Mais bon, dans l'extension, il y avait quand même pas mal de variations d'humidité, donc j'ai déjà contrôlé. Certains n'ont pas du tout bougé, ils sont parfaitement droits, alors que d'autres se sont légèrement bombés. Alors ils partent pas en 8, mais ils peuvent être légèrement bombés. Quand je dis légèrement, c'est, il y a peut-être une flèche de 1 à 3 mm au milieu, ce qui est déjà pas grand chose. Mais le plus important, c'est surtout que tout ce qui est partie ouvrant soit vraiment droit. Il faut prendre les plus beaux bois, celles qui sont le plus droits, il faut les prendre pour les ouvrants. Parce que le dormant, lui, c'est le cadre qui est tout autour. Vous allez pouvoir le fixer sur l'ossature ou sur votre maçonnerie et donc le redresser. Alors que la porte, elle, c'est fini. Une fois qu'elle est collée, elle ne bougera plus. Donc comment je fais pour contrôler s'ils sont droits? Déjà, à l'œil, ça peut se voir assez facilement, mais si vous n'avez pas l'habitude, ce bois-là, vous le mettez debout. Celui-ci, vous le mettez couché. Vous mettez une règle assez longue pour aller d'un bout à l'autre de votre bois. Vous regardez au milieu et tout simplement, vous allez voir de combien est le creux. Et si jamais c'est le côté où il y a la bosse, dans ce cas-là, vous le retournez et vous regardez ici de combien est le creux. Alors bon, si vous avez 1 mm, ça va le faire. Faudra mettre le bois dans le bon sens de la porte. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais si vous commencez à avoir 3 mm, 4 mm, là, je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. En tout cas, moi, je m'y risquerai pas, vu le prix du bois et de tout le taf qu'il y aura dessus. Donc là, je vais recontrôler tous mes bois pour voir lesquels je vais utiliser pour les ouvrants. Je vais utiliser les plus droits. Et si jamais j'en ai quand même à redresser, je vais vous montrer comment je fais. Alors, il y a plusieurs techniques, ça, vous pouvez le trouver assez rapidement sur YouTube. Comment dégauchir un bois sans dégauchisseuse. Donc, soit à l'aide d'un rabot semi-stationnaire, soit à l'aide d'une défonceuse avec une fraise à surfacer. Je vais déjà commencer avec le rabot. Pour ça, je vais couper 2 bandes de la planche qui est là-bas, 2 bandes, allez, on va dire de 12 cm. On va essayer, voir ce que ça donne. Et si jamais ça marche pas, dans ce cas-là, on prendra la fraise à surfacer. Ça sera un petit peu plus long, mais ça sera tout aussi bien. Allez, on teste ça tout de suite. Les roues en bas ont les freins, j'ai plus qu'à lever. Voilà, magnifique, il n'y a plus qu'à couper. Donc ici, je vais couper mes 2 bandes de 12 cm. La plaque fait 3 mètres, les bois là-bas, ils font 2,30 m, 2,35 m, donc ça c'est bon. Alors petite technique pour être sûr d'avoir pile poil vos 12 cm. Ce que je fais, au fur et à mesure, le par-éclat il s'abîme, parce que sinon le rail, ça coupe déjà bien droit.
Mais comme le pare-éclat s'abîme au fur et à mesure, quand on fait prendre des angles à la circulaire, etc., ce que je fais pour être certain d'avoir pile poil la cote que je veux, je commence par tracer à l'arrière du guide de chaque côté. Et après, je refais un trait 12 cm plus l'épaisseur de la lame. C'est-à-dire que si votre lame elle fait 3 mm, vous mettez 12,3 parce que en décalant le rail, vous allez remanger dans le premier morceau. Alors ce que je fais, donc je trace mon trait, 12,3 plus loin, je déplace mon rail et je recoupe. Et là, je suis certain d'avoir une bande parfaitement parallèle et de la cote que j'avais choisie. Donc j'ai fait ma coupe du bord et maintenant je vais couper les deux autres. Donc ici, j'ai mes deux planches, j'ai la longueur de chaîne. Je dois avoir une bosse de 2 mm. Ce que je fais, je mets le creux vers le dessus. Je vais mettre mes deux planches. Voilà, en faisant bien attention à ce que le bois arrive sur les extrémités, que les tréteaux arrivent sur les extrémités du chêne. Je les serre avec un serre-joint. D'accord, les trois bois sont posés sur le tréteau, donc ils sont plans. Je retourne le bois. Et là, on voit en fait que j'ai mes 1,5 à 2 mm de bosse. Je vais passer tout le bloc dans le rabot. Par contre, avant, va falloir que je mette des petites cales fixées sur ces deux planches pour que le bois ne s'écrase pas en passant dans le rabot, parce que vous savez, il y a des rouleaux d'entraînement qui plaquent en fait le bois vers le bas. Et là, si jamais je mets pas des cales, le bois au milieu va s'écraser et je vais pas récupérer les 2 mm que je voulais prendre. Donc là, je mets les deux petits bois et je vous montre comment c'est fait. Vous voyez, j'ai mis les deux bois ici en fait contre le chêne. J'ai regardé que c'était bien resté droit, ça c'est impeccable. Et sur les côtés, j'ai enlevé les serre-joints et j'ai mis deux vis d'un côté, deux vis de l'autre pour le bloquer et que ça passe facilement dans le rabot. Alors c'est pas grave, hein, s'il y a des trous, c'est vraiment sur les extrémités. Ça sera recoupé de toute façon, donc voilà, au moins là je suis sûr que ça risque pas de toucher quelque chose dans le rabot, je suis tranquille et on va pouvoir tester ça en espérant que ça marche. Alors le topo, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre pas le premier parce que j'avais oublié de mettre le micro. Celui-là, il avait un flash de 3 mm. Écoutez, c'est nickel, ça marche impeccable, je suis trop content. Le résultat est vraiment parfait. Là, vous pouvez voir la ligne, elle est juste nickel.